Bien, donc excusez-nous de ce petit retard, on a essayé d'attendre quelques minutes pour des provinciaux dont le TGV doit être comme d'habitude régulièrement en retard. Et nous allons commencer, et nous avons l'honneur de recevoir vraiment pour le professeur Jean Laplanche. Je vais lui passer la parole immédiatement. C'est pas la peine que je dise quoi que ce soit auparavant, avec cette idée que, donc après sa conférence, Madame I sera la première discutante, on peut dire, et qu'on ouvre assez rapidement le débat, en sachant comme toutes les autres fois que nous devons être partis à 11 heures. Voilà, merci Jean d'être venu, et je crois que et cette bibliothèque et Psychiatrie française sont très fiers de vous recevoir. Bien, merci d'être venu écouter cette causerie, dirais-je, plutôt que conférence. L'homme qui parle, dites-vous pour introduire cette série, est-ce qu'on aurait dû dire aussi l'homme qui communique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Après tout, il y a des modes de communication, des codes, et pas seulement le code et le mode de communication verbale, mais qui sont évidemment profondément influencés rétroactivement par le langage parlé. Je veux dire que le code mère-enfant, ou plus généralement le code ou les codes adulte-enfant, même non-verbaux, ne peuvent être assimilés au code entre un animal et son petit du fait même que l'adulte humain parle. Il reste qu'il y a donc d'autres communications que verbales, et ça sera un peu quelque chose qui courra tout au long de ce que je vais essayer de dire. J'ai donc choisi la traduction comme thème aujourd'hui, je dirais plutôt de ses échecs, plutôt que de son échec, comme le titre l'annonce, car il faut distinguer parmi ses échecs ou ses difficultés, et même le terme d'échec, je ne le prends qu'avec réserve. J'ai donc choisi ce thème parce qu'il est à l'horizon de mes deux pratiques majeures actuellement, c'est-à-dire d'une part la traduction de Freud, et d'autre part un travail métapsychologique qui se poursuit depuis de longues années et qui notamment s'explicite dans le terme de théorie traductive, du refoulement, théorie traductive de l'inconscient. J'ai regardé un peu, avant de préparer cette causerie, j'ai regardé à nouveau Jacobson dans son article « Aspect linguistique de la traduction », article utile, même si parfois contestable et améliorable, et je lui reprends, tout en les modifiant sans doute un peu, les trois formes de traduction qu'il distingue. Premièrement, la traduction intralinguale, dont généralement on fait peu de cas, c'est-à-dire la reformulation ou la paraphrase à l'intérieur d'une même langue. Deuxièmement, la traduction interlinguale, ou proprement dite, c'est la traduction qui nous occupe lorsque nous traduisons Freud par exemple, donc d'un langage verbal à un autre. Enfin, la traduction intersémiotique, interprétation par passage d'un système non linguistique à un système linguistique, dit-il, mais pourquoi ne pas imaginer non plus une traduction intersémiotique qui irait d'un système sémiotique à un autre système sémiotique. Il est donc important que, ici comme dans d'autres endroits, et comme également Saussure, Jacobson introduise le terme de système non linguistique, englobant les systèmes linguistiques et donc de langages non verbaux, parmi lesquels on trouve également le langage verbal. À la suite de quoi on peut même élargir les catégories de Jacobson que je viens de
de rappeler en disant que la traduction dite intralinguale par Jacobson, donc la reformulation, pourrait à la limite, peut même s'entendre à l'intérieur même d'un système sémiotique non verbal. Il pourrait y avoir une reformulation à l'intérieur même d'un système, d'un code non verbal. Donc, la traduction intralinguale ne serait pas seulement intralinguale, mais éventuellement intrasémiotique. Ceci s'éclairera par la suite dans mes deuxième et troisième parties. J'annonce donc 3 parties, si vous voulez. Quelques considérations d'un traducteur interlingual. Deuxièmement, légitimité du concept de traduction en métapsychologie. Et troisièmement, les échecs de la traduction en métapsychologie, comme concept métapsychologique, si on peut dire. Mes considérations d'un traducteur interlingual seront un peu des confidences, des confessions, comme traducteur de Freud. Je dirais tout de suite que je ne suis pas un traducteur malheureux. Je ne me lamente pas tous les jours de l'échec ou de la difficulté de la traduction. Je suis peut-être un traducteur masochiste, c'est tout à fait différent, mais vous savez, on peut être un masochiste heureux. Donc je suis enchaîné à Freud. Un certain nombre d'entre vous ici le savent, nous sommes enchaînés au moins 2 après-midi par semaine, concrètement, en des séances de révision ardue, de discussion où les bénéfices primaires et les bénéfices secondaires sont tout à fait importants. D'autre part, masochiste si on veut, en ce sens que, comme mes compagnons, je suis assailli, sinon flagellé, par les sarcasmes de ceux qui en général ignorent le premier mot de l'allemand et en tout cas ignorent le premier mot de Freud, ce qui est différent. Et ce qui n'empêche, une ignorance n'empêche pas l'autre. La règle étant de ne répondre qu'aux critiques intelligentes, celles qui connaissent la question et qui considèrent que le projet mérite une certaine discussion loyale et informée. Je ne suis donc pas un traducteur malheureux, c'est-à-dire pas centré sur l'échec précisément. Je ne ressasse pas la belle formule rappelée par Freud et un peu galvaudée désormais, traductore et traditore. Belle formule, entre parenthèses, elle-même intraduisible, mais qu'on peut néanmoins parfaitement traduire de façon intralinguale, c'est-à-dire paraphraser et commenter. Je ne pense pas que le commentaire laisserait tomber quoi que ce soit de cette formule. Je ne suis pas un traducteur malheureux en ce sens que je pense que pour tel passage difficile, il existe, disons asymptotiquement, à 99% ou 99,9% la meilleure traduction possible. Possible, je dirais mesurer le possible ou l'impossible plutôt que de ressasser l'échec. Sans aller jusqu'à ce que dit Wittgenstein, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, on pourrait néanmoins imaginer quelque chose comme ce qu'on ne peut pas traduire. Non pas, il ne faut pas le traduire, bien sûr, mais il faut dire pourquoi. Et donc, déjà dire pourquoi on ne peut pas traduire, ça me paraît extrêmement important. Il faut donc distinguer ce pourquoi, à la fois en tel lieu ponctuel où nous nous heurtons à un problème de traduction. J'en ai tellement en tête que je n'en citerai aucun, peut-être que tout à l'heure j'en citerai quelques-uns, mais c'est un peu de la technicité, pour aller aux exemples les plus évidents, ou du plus évident, du plus douteux, au plus douteux. Ou encore, si vous voulez, de l'impossible à l'échec. Après tout, on ne peut pas prendre un bain de mer à Paris. On ne peut pas transporter les villes à la campagne.
Ce qu'il est impossible de traduire, il faut donc le cerner. Et tout d'abord, on ne peut traduire que de la parole, et non pas un langage. Exemple, c'est tout bête, on ne peut pas traduire un dictionnaire. Tout ce qui est le tissu même de la langue est intraduisible. Il ne peut être que transporté tel quel. Qu'en est-il d'une grammaire par différence avec un dictionnaire? Eh bien, dans une grammaire, le discours métalinguistique est aisément traduisible. La langue, évidemment, comme objet, ne l'est pas. Voici une phrase que j'ai un peu inventée, mais qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle grammaire allemande, disons. Unsere Sprache hat ein Neutrum. Mädchen zum Beispiel ist ein Neutrum. Ce qui se traduit, notre langue a un neutre. Jeune fille, par exemple, est un neutre. Bon, évidemment, c'est absurde. C'est absurde à un double titre, parce que notre langue, quelle langue? Nous sommes des lecteurs français de cette grammaire, donc il faut absolument ajouter notre langue allemande. Notre langue allemande a un neutre, et d'autre part, on ne peut pas dire que jeune fille est un neutre, ce qui est absurde. Il faut donc mettre Mädchen entre guillemets. Je ne vois là aucun échec de la traduction, simplement de ses limites. Il y a un passage fameux de Freud, commenté encore récemment par Janine Altounian, commenté par nous autres traducteurs, qui est le suivant, si c'est dans Deuil et mélancolie, pour démontrer que les auto-accusations du mélancolique sont des accusations portées en réalité contre un autre. Freud donc consacre un long paragraphe clinique de description des plaintes du mélancolique pour montrer qu'en réalité, elles s'adressent, disons par exemple, au conjoint. Et il termine, je m'excuse de l'allemand, bon, c'était l'allemand un peu simple, Seine Klagen sind Anklagen. C'est-à-dire, ces Klagen, ces plaintes, sont des Anklagen, c'est-à-dire des plaintes formulées à quelqu'un, des plaintes portées contre quelqu'un. On trouve cette différence entre le verbe simple et le verbe avec le préfixe an dans une autre distinction que généralement nous observons avec scrupule lorsque nous traduisons Freud, c'est la différence entre Drohung, menace, et Androhung, menace proférée, menace formulée. Exemple pour la menace de castration. Il est évident que la menace de castration, quand elle est proférée dans l'idéologie freudienne par le père, c'est une Androhung. Donc je reviens à mon exemple. Seine Klagen sind Anklagen, c'est une traduction que j'avais trouvée déjà depuis fort longtemps et que nous avons réadoptée pour les œuvres complètes. Ces plaintes sont des plaintes portées contre. Ce qui, après tout, n'est pas une si mauvaise traduction qui rend bien le directionnel de Anklagen, porter plainte, et non pas la plainte du fait, qui est le simple fait de se plaindre. Donc ces plaintes sont des plaintes portées contre. Voilà seulement que Freud ajoute, je ne vous le dis pas en allemand, mais il ajoute entre parenthèses, je crois, au vieux sens du mot. C'est-à-dire qu'il se réfère au vieux mot Anklagen, ou au vieux sens du mot Anklagen, c'est pas mal le haut allemand, mais enfin, c'est un vieux sens du mot un peu désuet. Donc c'est une remarque métalinguistique. Il est évident que cette remarque, au vieux sens du mot, ne porte pas sur notre traduction. Plainte portée contre n'est pas un vieux mot français. Pas plus que jeune fille n'est un neutre en français. Il faut donc ou bien ne pas traduire la remarque de Freud, ou bien compléter cette remarque qui est une remarque métalinguistique en écrivant à peu près ceci, au vieux sens du mot allemand Anklagen.
Après tout, je n'en fais pas un plat, je ne considère pas ça comme un échec, je cerne et je contourne une impossibilité. Par parenthèse, et là c'est un petit peu aussi une discussion qui se continue, notamment avec une des membres de ce groupe de traduction, Janine Altounian, je pense qu'on ne peut pas considérer les formules aphoristiques de Freud comme une façon de partir du signifiant. Je prends le trop fameux exemple, si on veut, de Lacan, par exemple, les noms du père. Bon, les noms du père, Lacan commence à, disons, divaguer autour de ce jeu de mots que vous connaissez, ou encore il nous dit que l'une bévue, alors là c'est un jeu de mots entre un aller-retour entre l'allemand et le français, puisque l'une bévue c'est l'une bewusst, et l'une bewusst c'est l'inconscient. Bon, enfin bref. Évidemment, Lacan prétend ou se laisse guider par le signifiant, disons, et de plus, il l'a dit à plusieurs reprises, par sa forme purement phonique de calembour. Il ne s'intéresse nullement à l'étymologie. Il est évident que dans l'une des vues ou dans les noms du père, il n'y a aucune référence étymologique, à la différence de ce que fait Freud toujours lorsqu'il se réfère au langage, il se réfère au tissu même étymologique de la langue. Donc chez Freud, c'est toujours ancré dans la langue, voire dans l'étymologie, mais deuxièmement, Freud ne part pas ou ne part que rarement du pur usage de la langue. Sprachgebrauch auquel il fait allusion. Il s'appuie parfois sur lui, mais le plus généralement, ces formules aphoristiques suivent un long ou sont accompagnées d'un long développement de contenu. J'ai cité tout à l'heure le long développement clinique sur les plaintes du mélancolique. Le cas limite est évidemment la formule centrale de toute l'œuvre freudienne, pourrait-on dire, sur laquelle je n'épiloguerai pas aujourd'hui, ni même d'autres fois, mais que je citerai simplement. Donc le cas limite, wo es war, soll ich werden. Des pages entières ont été consacrées à cette phrase, à cette formule, évidemment en rapport avec le fait que ich et es ne sont pas des inconnus surgis dans cette formule, mais sont des termes qui apparaissent dans des textes entiers de Freud et qui sont très longuement déjà commentés par Freud. Sans doute peut-on se laisser porter par la langue, et c'est ce qu'ont fait bien des auteurs avec cette formule. On ne peut quand même pas en faire n'importe quoi, précisément parce que chez Freud, il ne fait pas n'importe quoi de das Ich et das Es, précisément dans les textes où il introduit d'autre part cette formule. En tout cas, c'est un cas limite, c'est un cas où l'on peut, à mon avis, de façon assez périlleuse, se hasarder au-delà de ce que Freud dit. Par exemple, ce que fait Lacan, évidemment, essayer d'en tirer une sorte de philosophie du sujet, das Ich, qui, à mon avis, est profondément étrangère à la pensée de Freud. Mais enfin, on a le droit d'essayer de le faire. Cas limite, ai-je dit, entre deux extrêmes. Donc, cas limite suppose deux extrêmes. Je dirais ces deux extrêmes étant pour moi l'œuvre poétique d'une part et l'œuvre de pensée d'autre part. Dire que l'une est centrée sur le signifiant et l'autre sur le signifié est tout à fait insuffisant, sinon faux. Par exemple, quelle est la poésie qui ne veut pas communiquer quelque chose? Et d'autre part, quelle est l'œuvre de pensée qui, à un moment ou à un autre, ne s'appuie sur le signifiant? Toute la question étant de savoir de quelle façon il s'appuie sur lui. Elle s'appuie sur lui. J'aime bien à ce propos la métaphore de l'habiter. Habiter,
au sens où Hölderlin a dit que nous habitions de façon poétique cette terre. Bref, c'est un terme qui a toute une histoire également poétique et de pensée. Quoi qu'il en soit, je dirais que l'auteur de pensée habite sa langue. Il en fait sa demeure, et dans cette demeure, je poursuis la métaphore de façon quelque peu triviale, spatiale. Dans cette demeure, il habite de préférence certaines pièces, il parcourt de préférence certains couloirs, il privilégie le fait que telle pièce est partagée en deux sous-ensembles, au contraire, en d'autres moments, telles pièces ont été réunies en un seul grand salon. Bref, il constitue à l'intérieur même de cette demeure son propre code, son propre dialecte. L'œuvre de poésie, en revanche, je ne dirais pas est coextensive à la langue, mais tend à être coextensive à la langue. Le poète est habité par elle. Par définition donc, la poésie, plus elle est pure, plus elle est intraduisible. Mais il y a encore une fois différents intraduisibles. Le dictionnaire, j'en citais tout à l'heure, le trait d'esprit de mots, ce que Freud appelle le trait d'esprit de mots, par rapport au trait d'esprit de pensée. Car le trait d'esprit de pensée, je vous raconterai 1000 histoires du livre de Freud sur le trait d'esprit, est parfaitement traduisible et fait rire l'auditoire, qu'il soit français ou allemand. Mais le trait d'esprit de mots est évidemment intraduisible, et toutes les traductions, même la plus récente, qui essayent justement de transposer des traits d'esprit de mots en traits d'esprit de mots français, aboutissent à mon avis, d'assez piteuses occurrences. Mais on peut parfaitement commenter un trait d'esprit de mots. D'ailleurs, il faut ajouter qu'un pur trait d'esprit de mots est un calembour, au sens même où Victor Hugo en disait « tant de mal », le pur trait d'esprit de mots est un calembour s'il ne soutient pas un trait d'esprit de la pensée. Avec la poésie, le cas est différent. Aucun commentaire, à la différence du trait d'esprit de mots qui peut rendre compte du caractère spirituel de ce trait d'esprit de mots, aucun commentaire ne peut rendre compte de l'effet poétique qui est coextensif à la langue même. La traduction ne peut être qu'une allusion, une incitation à aller y voir. D'ailleurs, aller y voir, j'y pensais récemment en regardant à mon avis, un très beau film de Al Pacino qui s'appelle Looking for Richard. C'est un très beau film qui parcourt le Richard de Shakespeare, enfin, il ajoute ce personnage tout à fait extraordinaire d'Al Pacino lui-même. Bon, c'est tout à fait extraordinaire, mais c'est pas le problème. Je pensais au rôle du sous-titrage. Évidemment, c'est un film qui n'a de valeur qu'en anglais, même si on est un peu indigent dans cette langue. Il est évident que l'anglais d'Al Pacino, de New-Yorkais, et l'anglais de Shakespeare font de ce film quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et là, après tout, le sous-titrage, si bête soit-il, là il n'était pas trop bête, je crois, le sous-titrage, si bête soit-il, aide à goûter cet anglais extraordinaire, notamment de Shakespeare. Allez y voir donc, mais il y a différentes façons de dire allez y voir. Il y a au pire, encore que, bon, c'est bien utile, le guide touristique. Il y a au mieux le superbe album de photos. Au mieux parce que, après tout, on peut dire que c'est Malraux, avec il y a bien des années déjà, avec ce qu'il a appelé le musée imaginaire, qui a mis en route et qui nous a inculqué finalement cette idée
que peut-être un splendide album de photos bien prises, somptueux, était peut-être plus intéressant, ou tout au moins aussi intéressant que l'original. Que vaut-il mieux un bel album de photographie sur Petra, ou y être emmené, guidé par un tour opérateur? Le summum de l'intraduisible, disons, dans la poésie, si l'on veut, ce sont, me semble-t-il, les fameuses haïkus, dont, après tout, auxquels nous n'avons évidemment, la plupart d'entre nous, accès que par le français, que par des transpositions françaises, transpositions qui sont fort belles d'ailleurs souvent, et après tout, qui nous dit que la transposition n'est pas plus belle que l'original? Tout ceci pour dire, bon, j'insiste à nouveau, permettez-moi de vous dire que je ne pleure pas sur l'incommunicabilité des langues et l'incommunicabilité des consciences. Dans ces discussions dont je faisais état tout à l'heure, on me dit parfois que lorsque les termes de Weib et Frau apparaissent en allemand, nous sommes là en plein dans l'incommunicable et que le mystère du féminin y est entièrement contenu. Je ne pense pas que le mystère du féminin soit contenu dans la langue germanique, ni spécialement dans l'opposition de Weib et de Frau. Et de façon très prosaïque, parce que j'aime bien être prosaïque et un petit peu chicaneur ou chicanier, j'apporte d'autres occurrences où c'est l'inverse. Weib et Frau, deux mots pour un seul mot français qui est indigent, la femme. Mais sur d'autres termes, c'est le contraire. La richesse est du côté du français et la pauvreté du côté de l'allemand. Si vous prenez Berühren ou Berührung, il y a un seul mot en allemand et en français, vous avez la différence qui est quand même extraordinaire entre contact et toucher. Le contact n'est pas touché, et quand vous avez à traduire le mot allemand Berühren, vous êtes forcé sans cesse d'opter, parce que l'allemand ne comprend pas la différence qui est pourtant essentielle entre toucher et avoir un contact avec. Même si les frontières sont un peu floues, tenons-nous donc à la différence. La poésie habitée par la langue, son message tend à être coextensif à la langue, tant évidemment, parce qu'il y a toujours quand même du message, d'autre part, l'œuvre de pensée habite sa langue. Freud, même s'il a une familiarité interne, évidemment intime, je veux dire, une familiarité intime avec le palais, il l'habite à sa façon. Il ne se laisse pas penser par sa langue. Il aménage certaines pièces, certains parcours, il en laisse tomber d'autres. Pour Freud, il y a des concepts explicites, qu'il appelle nos termes techniques, ou ne serait termini, et il y a une conceptualité implicite qui revient au traducteur attentif à la pensée freudienne de faire ressortir. Je pense par exemple le terme d'étayage qui depuis fort longtemps a fait ressortir un concept implicite dans la pensée freudienne qui est celui de Anne Denung. Mais cette distinction des concepts explicites et implicites implique que tout terme allemand, même récurrent chez Freud, ne fait pas concept. Il y a des niveaux de conceptualité, il y a un allemand freudien dont j'ai dit une fois qu'il fallait le traduire dans un français freudien et non pas dans un français germanique. Vous voyez qu'avec cette idée d'allemand freudien, on retouche à nouveau à quelque chose à quoi je faisais allusion tout à l'heure, un sous-code, une espèce d'idiolecte.
Mais Freud, j'y insiste, ne se laisse pas penser par l'allemand. Sinon, on aboutirait à une traduction automatique, à une sacralité de la langue et à une sacralité du texte. J'aurais encore beaucoup à dire, bien sûr, et ceci est un peu bref, un peu aussi pris dans momentané. J'aurais pu aborder la question de mille autres façons, dans quelque chose qui m'occupe avec mes compagnons depuis des années et qui nous donne le privilège d'être sinon immortels, du moins de repousser des échéances à au moins 10 ans, dans 10 ans au moins. Nous sommes soutenus par Freud, notre bourreau, nous sommes soutenus par Freud pour encore une bonne dizaine d'années, ce qui n'est pas désagréable. Mon second point, donc, c'est la métaphore ou l'extension du modèle de la traduction, où je me réfère d'une certaine façon à Jacobson et à Saussure pour proposer avec eux deux extensions. D'une part, l'extension du modèle du langage à d'autres systèmes de communication, donc l'idée de système sémiotique plus large que le système linguistique, et d'autre part, l'extension du modèle de la traduction à l'intérieur d'un même système sémiotique, donc intralingual, voire intrasémiotique. Si on y regarde bien, cela implique des sous-codes, des idiolectes, et vous voyez qu'on rejoint d'une certaine façon l'idée du, entre guillemets, freudien, comme un idiolecte dans le langage verbal. Jacobson dit au début de cet article, et c'est vraiment, je trouve que c'est tout à fait sacrilège de dire quelque chose comme ça, il suffit pour comprendre le mot de fromage de savoir qu'il signifie aliment obtenu par la fermentation du lait caillé. Je trouve qu'évidemment, il n'y a pas plus honteux que ce genre d'affirmation. En tout cas, c'est un genre de traduction intralinguale dont je lui laisse par ailleurs la responsabilité. Ici, l'idiolecte serait le langage technique ou scientifique. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir dans ce recueil des essais de linguistique générale de Jacobson que le premier article s'intitule « Le langage commun des linguistes et des anthropologues ». Vous voyez bien que la notion de langage ici est déplacée, il ne s'agit pas d'une des langues allemandes ou françaises ou que sais-je, c'est un langage commun des linguistes et des anthropologues, donc une espèce d'idiolecte possible, commun aux deux spécialistes. Pour avancer donc, il faut conjuguer les deux, l'idée de système de communication et la possibilité de traduction à l'intérieur d'un même type de communication, donc l'idée de sous-système au niveau sémiotique également. Après tout, nous avons en psychanalyse un certain nombre d'indications en ce sens. Freud parle quelque part, on l'a beaucoup cité, mais ce n'est pas pour rien, du langage de la pulsion orale. La lettre 52, fameuse lettre où Freud nous parle d'un système d'inscription successive, eh bien, il s'essaye à définir précisément ce qui définit chacun de ces systèmes. Les uns systèmes par association simultanée, d'autres par association rationnelle, etc. Donc, Freud, dans cette idée même d'inscription successive, fait un usage élargi de la notion de système linguistique, et ici, pas primairement de système de signes verbaux. Il s'agit de succession de modes d'organisation des signes, donc à nouveau, ce que je qualifiais tout à l'heure d'idiolecte. Un texte auquel il est bon de revenir de temps en temps, j'y suis encore retourné récemment,
c'est bien sûr le texte de Ferenczi sur confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Y revenir, bon, le contenu est parfois un peu décevant, mais déjà le titre à lui-même, c'est quelque chose. Parce que vous remarquerez, on ne le remarque pas assez, qu'il ne parle pas de confusion de langue entre les parents et l'enfant. Le complexe d'Édipe est complètement passé à la trappe. Il s'agit des adultes et de l'enfant. Il s'agit des adultes parce que les adultes ont un autre langage, une autre langue que l'enfant, même si on met le point d'interrogation sur ce que Ferenczi apporte. On comprend donc que Freud, ne serait-ce que sur ce titre, les langues de l'enfant et de l'adulte, que sur ce titre, Freud a souhaité mettre cet article sous le boisseau. Confusion de langue, je dirais aussi une certaine confusion, bien sûr, de l'article lui-même. Et je dirais que ici, à la place de la notion de confusion, la notion de traduction me paraît apporter un pas décisif. On m'a souvent demandé pourquoi parlez-vous de traduction et non pas d'interprétation. J'ai répondu de temps en temps à cette objection qu'on m'a encore faite récemment, c'est que l'interprétation me semble purement centrée sur le sujet, c'est-à-dire sur celui qui interprète face à un objet. On peut interpréter aussi bien un phénomène naturel ou on peut interpréter un texte, mais sans se référer au fait que ce texte porte un message. Je dirais que c'est là la dérive même de l'herméneutique au cours des siècles. L'herméneutique est devenue herméneutique des phénomènes humains, donc une méthodologie des sciences humaines. En remontant, elle a été longtemps une herméneutique des textes, mais originairement, elle était une herméneutique du message. Cette dernière, l'herméneutique du message, à la différence de l'herméneutique des phénomènes humains ou des textes, est une traduction. À l'opposé de ces formes dérivées, elle n'a pas sa source dans l'herméneute, dans sa curiosité, elle a sa source dans le message lui-même et la question qu'il pose. Il faut donc, à mon avis, revisiter, sinon, comme on dit un peu de nos jours, revisiter Ferenczi avec en main la lettre 52 et peut-être aussi revisiter la lettre 52 grâce à la notion de message qui est toujours un message adressé à. Dans le cas de la métapsychologie, il n'y a pas deux langues étrangères l'une à l'autre, comme le serait le bantou et le haut-allemand, disons, et comme le voudrait un peu le titre de l'article de Ferenczi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une langue, ou plutôt un système sémiotique commun, disons, entre les adultes et l'enfant, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il y a un système sémiotique commun, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. En tout cas, il y en a un qui a été de plus en plus développé et approfondi de nos jours par les psychologues, c'est le langage, qu'on peut dire le système de communication de l'attachement. Qu'est-ce qui pousse à traduire? Qu'est-ce qui pousse à reword, comme disent les Anglais? Qu'est-ce qui pousse à reworder? Qu'est-ce qui pousse, à la limite, à la création d'un idiolecte? Eh bien, c'est le fait que cette langue commune est parasitée par autre chose. Autre chose qui est à peine une langue et qui est tout simplement l'inconscient de l'autre. Si Ferenczi a parlé des adultes et de l'enfant, il ne s'est pas attaché à se demander pourquoi les adultes et pourquoi l'enfant. Pourquoi ont-ils deux, comme il le dit, deux langages différents, qui à mon avis est une façon assez approximative de définir les choses.
il ne s'est pas référé à ce moment-là à la grande découverte freudienne, tout simplement. Eh bien, tout simplement, les adultes ont un inconscient et les enfants n'en ont pas. Et c'est ce qui fait que, justement, leur dialogue se poursuit sur des plans différents ou que le langage de l'adulte est énigmatique. Le langage de l'adulte n'est énigmatique ni par confusion, qui serait une étrangèreté totale des deux langues, ni par polysémie, ce qui fait qu'à ce moment-là, tout message serait énigmatique, mais par excès, et ceci à l'intérieur même du message. Excès, déséquilibre, nécessité de traduire. Il y a, pour reprendre, si on veut quelques mots quand même de Ferenczi, intrusion des signifiants de la passion dans le langage commun de la tendresse. Vous savez que j'ai utilisé ce modèle comme modèle essentiellement de la genèse de l'inconscient et du refoulement, notamment du refoulement primaire. Quel meilleur exemple in vivo que ce texte où Freud nous décrit la genèse de la fantaisie inconsciente. Il s'agit du texte « Un enfant est battu ». Et la fantaisie inconsciente, que Freud dit même fantaisie originaire, ce qui évidemment coupe complètement les pieds à l'idée de fantaisie originaire phylogénétiquement héritée, eh bien Freud nous montre de cette fantaisie originaire la genèse. Cette fantaisie inconsciente, vous le savez, c'est le second temps d'une séquence que Freud décrit avec beaucoup de précision. C'est le second temps d'une séquence qui est la fantaisie inconsciente « Mon père me bat ». Freud distingue, je rappelle rapidement, donc un premier temps réel, perçu, où mon père bat un petit frère ou une petite sœur. Deuxième temps, fantaisie complètement inconsciente et qui même est inaccessible à la conscience et définitivement, qui ne peut en analyse qu'être reconstruit, mon père me bat. Troisième temps, vous le savez, on bat un enfant, qui est une fantaisie, elle, consciente et symptomatique, un retour symptomatique, généralement accompagné de plaisir sexuel et de masturbation. Développons un peu. Le temps 1, mon père bat un petit frère ou sœur, il les bat devant moi. Et évidemment, il me montre ce spectacle. C'est un message. Et Freud ajoute, il bat devant moi un petit frère ou sœur que je hais. Que je hais, c'est évidemment un élément contextuel qui donne tout son sens au message, et aussi un élément commun, un secret ou une connaissance commune entre mon père et moi. Nous deux savons, lui et moi, que je hais ce petit frère ou sœur. Freud ajoute alors, tout d'un coup, donc il bat devant moi ce petit frère ou sœur que je hais, il ajoute à la phrase 1, il n'aime que moi. Conclusion, il bat celui que je hais, il n'aime que moi. Conclusion, mais aussi illumination, traduction. Freud nous dit das heißt, cela veut dire. Cela veut dire, il n'aime que moi. Ici apparaît un autre code, un autre idiolecte inventé pour traduire cette scène inouïe et qui est le code de l'amour. Le père donc dit plus qu'il ne veut dire, qui veut dire par exemple éduquer, donner un exemple.
ce plus pressenti est traduit en amour. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi échec? Parce que, bon, là-dessous, il y a quelque chose comme, disons, de façon tout à fait commune, mais on peut aller bien plus loin, quelqu'un qui aime bien châtie bien. Aimer, c'est châtier. Vous voyez que aimer et châtier sont opposés dans la traduction. Il châtie l'autre, il n'aime que moi, alors qu'aimer, c'est châtier. Aimer et châtier sont confondus dans l'inconscient infantile de l'adulte, dans l'inconscient sadique du parent. Car aimer, c'est aussi et nécessairement pour le parent qui bat, coïter par exemple ta mère, sodomiser par exemple toi. Il y a donc dans cette traduction, l'amour, il n'aime que moi, un échec de la traduction. L'échec de la traduction, c'est le refoulement, échec partiel, qui aboutit à ce que tombe dans l'inconscient justement la partie la plus sexuelle, bien sûr, du message, c'est-à-dire « mon père me bat », qui est évident à « mon père même », qui est équivalent à « mon père même ». Je résume. Un message, toujours préconscient, conscient. Il n'y a pas de message inconscient, à mon avis, ça ne signifie rien. Un message compromis par l'inconscient de l'émetteur. Un essai de traduction, disons, intrasémiotique, par rapport aux tentatives de création d'un nouveau code, d'un idiolecte. Je dis par rapport parce que souvent, l'enfant ne crée pas de toute pièce cet idiolecte de la traduction. Il lui est proposé d'autre part, socialement proposé. Et à ce moment-là, clivage d'un préconscient et d'un refoulé inconscient, le préconscient est la traduction, il n'aime que moi, cet préconscient porte la cicatrice de cet échec. Notre espoir, notre bonheur de clinicien, c'est qu'il y ait eu toujours partiellement du traduisible et que finalement que la cicatrice nous permette de reconstituer quelque chose du message total, ou en tout cas nous permette d'aider à une nouvelle traduction qui englobe un peu plus du message total. Notre espoir, c'est qu'il y ait eu message et message compromis, qu'il y ait eu ce jeu entre deux plans, même si le message apparaît parfois brutalement comme sexuel. Ferenczi, je reviens encore à lui, avec son texte, on peut le lire en entier, insiste en effet plutôt sur la confusion, plutôt que sur la traduction, même pas du tout sur la traduction, sur la confusion que provoque chez l'enfant, disons chez nous-mêmes, la possibilité qu'un message soit radicalement intraduisible, ou pire peut-être, qu'il n'y ait pas de message. Freud et Ferenczi ouvrent, Freud dans sa toute première période, au moment où il s'intéresse tellement au fait d'abus sexuels, Freud et Ferenczi ouvrent sur la question de l'intraduisible. L'intraduisible qui nous sidère, l'obnubilation par l'horreur, l'horreur chez Freud et chez Ferenczi ouvertement pédophile et sadique. L'horreur aussi, dirions-nous, du serial killer. Les monstres nous reviennent de nos jours et avec eux le trop facile phénomène du bouc émissaire. Nous rejetons au dehors comme monstrueux ce que nous ne voulons pas voir en nous.
contre les abus pédophiles rassemblent dans leur rang des pédophiles plus ou moins inconscients. Si nous voulons tenter de commencer à comprendre, il faut tenter d'utiliser cette notion de traduction et cette notion, cette chose que nous essayons d'approcher d'un échec radical à traduire. Non pas échec de la traduction, qui est un échec partiel, mais un échec radical. Cela me paraît être une piste féconde. Certains s'y sont déjà employés, en se demandant quelles sont les conditions de cet échec. Je pense notamment au livre de Tareglio qui s'intitule « Paranoïa et théorie de la séduction généralisée ». Quelles sont les conditions de cet échec? Un échec qui peut se solder notamment par une transmission telle qu'elle, intergénérationnelle, sans aucune métabolisation. Et je pense qu'ici, la question de l'intergénérationnel est à reprendre en se demandant quelles sont les conditions du point de vue de la communication, quelles sont les conditions du point de vue de la structure même du message ou du récepteur de cette transmission. Plusieurs s'y sont déjà employés. La piste et le cadre théorique sont proposés, tout spécialement pour des psychiatres confrontés, me semble-t-il, de plus en plus à ces problèmes. Y a-t-il message quand celui-ci n'est plus compromis, mais habité par l'inconscient? Cela est-il même possible? Y a-t-il message quand celui-ci véhicule et impose, pourrait-on dire, son code, donc impose une traduction qui n'est pas autre chose que le message lui-même? Et proche de ceci peut-être aussi quand le message est paradoxal. Quel est l'usage possible de la notion de paradoxe si elle est utilisée avec rigueur? J'ai proposé depuis des années une théorie métapsychologique fondée donc sur cette notion de traduction et d'échec de celle-ci. Théorie avant tout portant sur les névroses. Je suis tenté de dire que cette théorisation pourrait servir de base à un élargissement de l'investigation psychopathologique dans des champs qui sont devenus de plus en plus prégnants, urgents. Mais l'urgence, ici, risque d'empêcher de penser, de sidérer la pensée, renouvelant chez le psy la sidération même présente dans la réalité des patients. L'homme qui parle, l'homme qui est exposé au message, donc l'homme à qui l'on parle, l'homme qui doit impérativement les traduire, les faire siens, l'homme qui traduit. Quand il échoue à les traduire, comment il en est possédé? C'est le questionnement qu'il faut poursuivre dans notre chambre. Je vous remercie de votre attention. C'est bien à toi. Bien. J'ai préparé quelques points de discussion avec vous, Monsieur Laplanche. Et comme par hasard, j'aurais dû m'y attendre, vous m'avez devancé. En ce qui concerne le premier point de discussion, j'aurais aimé soulever avec vous. Et cela concerne justement sur les échecs, les restes non traduits, ou voire les intraduits qui résultent justement de cet échec radical à traduire. Bon, quand même, je vais continuer. Vous parlez, aujourd'hui vous n'avez pas tout à fait relevé cette expression, pour caractériser la quintessence de l'inconscient, vous parlez des signifiants, des signifiés.
qui sont donc privés de toute intention signifiante et toute ouverture référentielle. Et que paradoxalement, ce sont ces signifiants désignifiés qui poussent à traduire. Et une des tâches de la symbolisation que la méthode associative, dissociative vise à remettre en mouvement serait justement de rendre à ces signifiants désignifiés tous ces attributs référentiels et signifiants à ces signifiants désignifiés. Pour que justement, en tous les cas, une petite partie de la vie psychique se déroule un peu moins loin de l'expression et de la désignation. Alors, le modèle traductif que vous proposez, bien sûr, repose, comme vous l'avez souligné vous-même, sur, en tous les cas, l'idée qu'il y ait une élaboration à minima de ce que vous appelez le masochisme originaire, constitutive, naturellement, du narcissisme primaire. Pour que, justement, le traumatisme ou bien la réouverture de la brèche originaire de la méthode associative dissociative puisse révéler toute sa fécondité. Et la question c'est, là où ce n'est plus une stratégie narrative, mais une stratégie dissociative, déliante, qui prévaut un peu à la manière de ce fameux auteur Wolfson, qui a donc de ce livre Le schizo et les langues, qu'il aurait aimé intituler aussi Point final à la planète infernale, qui était aux prises durant toute sa vie avec ce qu'il appelait les tumeurs malignes, il parlait des mots anglais, qui poussent dans les chairs des gens. Alors, là où il y a justement cette stratégie dissociative déliante qui prévaut, comment concevoir l'aménagement psychothérapique du processus analytique sans que la méthode associative dissociative y perde son âme? Voilà ma première question. Alors, compte tenu des développements récents que vous donnez ou que vous avez donné au couple sublimation-inspiration, je me suis demandé si il ne faudrait pas accorder une importance plus grande à la place, au statut du lecteur, de la traduction, du lecteur, du public auquel la traduction est destinée. Parce qu'il me semble que dans la manière dont vous envisagez le rapport œuvre-traducteur, que vous situez pratiquement exclusivement la pulsion à traduire dans l'œuvre à traduire elle-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas, compte tenu des développements que vous avez donnés récemment à la question de l'ouverture à l'énigme de l'autre, que représente entre autres ce public et part dans le futur, est-ce qu'on ne pourrait pas réenvisager la place que vous accordez au lecteur public de la traduction?
Le troisième point, ça serait... Pause. J'en réponds. Oui, je réponds de Pause. Votre première question. Votre première question ouvre sur ce sur quoi je concluais dans mon exposé. Je cite votre dernière phrase pratiquement de cette première partie, comment construire l'aménagement psychothérapique. Ce que j'essaie de dire là, je peux pas mal citer Lacan aujourd'hui, je peux le citer en bien dans son texte sur Schreber. Faut-il continuer à ramer sur la plage, à ramer dans le sable, sans savoir où se trouve la mer? Bon, moi je ne propose pas des aménagements psychothérapiques, je propose quand même quelque chose qui me paraît être une piste possible, je dirais d'investigation. Bien sûr que l'investigation suppose aussi des conclusions thérapeutiques, mais je pense que dans la thérapeutique, pour l'instant, on est dans le plus terre à terre et finalement dans le moins raisonné. Je propose l'idée d'une différence dans la traduction entre ce qui est un échec de la traduction névrotique, c'est-à-dire un refoulement dans l'inconscient, et ce que vous nous sortez avec Wolfson, qui à mon avis est en effet tout autre chose que l'inconscient, qui est un discours, qu'on le veuille ou non, même s'il est très littérarisé, un discours évidemment psychotique. C'est donc là, je pense, que se situerait la question de l'impossibilité de traduire, de l'échec à traduire, comme je dis. Bon. C'est très concret ce que je dis. Je dis après tout concret, je veux dire. J'ai proposé certaines pistes d'ailleurs se recroisent, je ne pense pas être le seul, peuvent se recroiser avec l'idée du transgénérationnel, se recroisent avec toute une série de constatations qui n'ont pas lieu seulement dans l'ordre des psychoses, mais également dans l'ordre des abus sexuels, selon lesquels il y a une espèce de transmission générationnelle de quelque chose. Je propose que l'abord sémiotique, pour ne pas dire l'abord linguistique, soit envisagé comme une piste possible d'étude avant de formuler des méthodes thérapeutiques. Et évidemment, je pense qu'il y a des méthodes thérapeutiques qui doivent être forcément très différentes, mais je me refuse à formuler des méthodes thérapeutiques sans d'abord savoir un peu si on est dans le sable, ou si on rame dans la mer, ou si on rame dans le sable, pour reprendre cette métaphore de Lacan, à propos de la psychose précisément. Bon. Alors, d'autre part, la question de l'énigme de l'autre, d'abord, l'énigme de l'autre, c'est quand même, pour moi, fondamentalement, comment je l'ai formulé, c'est quand même dans la relation enfant-adulte. Donc c'est l'enfant sans inconscient recevant le message adulte compromis par l'inconscient. Qu'il y ait une espèce de transposition possible de cette notion d'énigme dans la relation ensuite de l'être humain au culturel, je le pense. Mais je ne vois pas de possibilité directe de transposer cela dans ma pratique alors quotidienne de la traduction. Je pense qu'il vaut mieux parler en effet plutôt que d'inspiration, il vaut mieux à ce moment-là parler simplement de sublimation. Après tout, ça n'était pas si mauvais, cette image du néologisme comme image de la sublimation. Et vous demandez qu'en est-il du statut du lecteur? Eh bien, c'est justement le lecteur qui va habiter le néologisme. Je reprends ce vieil exemple que les gens n'ont pas suffisamment apprécié. Lorsque le premier traducteur de Darwin a traduit selection anglais par le mot qui n'existait pas en français, sélection,
Et alors tout le monde, les érudits se sont écriés en disant vous auriez dû dire élection, parce qu'en français, il y avait élection. Sélection n'existait pas. Avant le premier traducteur de Darwin, eh bien, il a créé une espèce d'appel avec son néologisme, comptabilité ensuite, à nouveau le terme d'habiter revient, comptabilité ensuite électeur, et on peut dire que toute la langue française s'y est engouffrée. Maintenant, le mot sélection, personne est devenu un usuel tout à fait de notre langage. Voilà tout ce que j'aurais à dire pour l'instant. Je passe le micro à qui veut poser une question, qui veut commenter quelque chose. Oui, Paul Lurcel. Il y a quelques années, vous m'aviez alerté par votre formulation qu'il n'y avait pas de sexuel dans l'Oedipe. Là, je dois dire que vous m'avez de nouveau alerté par l'enfant n'a pas d'inconscient. Je voulais savoir à quel moment est-ce qu'un enfant devient un adulte avec un inconscient. Je vous pose une question. Oui, moment, pas vous dire une date. Je veux dire que c'est simplement, je pense que ce sont les premiers refoulements qui créent l'inconscient de l'enfant, voilà tout. Je pense que l'enfant ne naît pas avec un inconscient, peut-être d'ailleurs pas tellement avec un conscient ou un préconscient. Je veux dire que les systèmes psychiques décrits par Freud, à mon avis, se créent dans les premières évolutions, et précisément par le fait que soit rejeté quelque chose qui à ce moment-là se met à constituer peu à peu l'inconscient, et par contraste le moi, disons le moi et le préconscient, quelque chose comme ça. Bon, à quel moment, encore une fois, je ne suis pas prêt à donner des dates. Je pense que c'est historique. Hein. Je ne pense pas du tout que c'est mythique pour autant. Hein. Je pense que c'est historique. Je veux dire, ça serait peut-être datable, mais je ne suis pas très capable de le faire. Hein. C'est autre chose. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre possibilité d'autres alternatives à cette affirmation que de dire qu'il y a un inconscient inné, ce qui pour moi ne veut strictement rien dire. Hein. Frédéric François, monsieur, la question que je me pose, c'est dans le texte de Ferenczi, est-ce qu'on a le droit de dire que l'adulte et l'enfant ont le même système sémiotique? Parce que, après tout, lorsque l'adulte, que ce soit la mère, le père ou un tiers, dit à l'enfant je t'aime, et que l'enfant répète je t'aime ou dit je t'aime, il est bien entendu que le signifiant est le même, mais ils ne disent pas la même chose, et que l'enfant ne peut pas comprendre, de toute façon, le je t'aime de l'adulte, comme l'adulte le dit, qu'il s'agisse des sens conscients ou des sens inconscients. Autrement dit, même cette notion de même système sémiotique est difficile à bien manier. Oui. D'abord, je pense que le langage de la tendresse, pour reprendre le terme de Ferenczi, qui est développé comme langage de l'attachement, est quelque chose qui est tout à fait préverbal, hein, qui se situe bien plus tôt et qui a des accordements entre le petit enfant et l'adulte qui sont bien préalables à l'introduction, à l'intervention du langage, même si, comme je l'ai dit dans mon début, ça ne veut pas dire pour autant que le fait que l'être humain est un être parlant n'influe pas sur, mais il faudrait savoir comment, n'influe pas même sur ces systèmes sémiotiques. Alors, ce que je critiquais
dans la formulation de Ferenczi, qui bon, mérite d'avoir été quand même choquante pour Freud, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il parle de deux langages complètement différents. Hein. Et à mon avis, il est plus intéressant de penser que au sein même d'un dialogue qui existe et qui, à mon avis, est un dialogue partiellement inné, c'est pas du tout c'est un dialogue biologiquement préformé, hein, qui se développe bien sûr ensuite. Au sein même de ce dialogue intervient d'un seul côté quelque chose qui est l'idiolecte, si on peut dire, parental. Là, à ce moment-là, il y a une étrangèreté, bien sûr, et une étrangèreté radicale. Mais cette étrangèreté, je ne pense pas qu'il y ait un langage. L'idée du langage de la passion comme opposé au langage de la tendresse, même du côté de l'adulte, l'idée de langage de la passion, si on veut transposer ça dans nos termes à nous, ça serait un langage purement sexuel, inconscient. Or, à mon avis, il n'y a pas de message, sauf peut-être dans les cas qui nous occuperaient, alors du côté des abus sexuels les plus violents, n'est-ce pas? Et peut-être également du côté des psychoses. Il n'y a pas de langage purement de la passion, pour reprendre ce terme. Il y a un langage de la tendresse, même du côté de l'adulte, qui est évidemment infiltré plus ou moins, de façon plus ou moins maîtrisée, par sa sexualité. Gilbert, je ne sais pas comment répondre à toutes les questions que vous avez soulevées, et certaines résolues. Il me semble pourtant que la notion de... Je suis un traducteur, non pas de Freud, mais de poètes de Shakespeare et d'autres poètes anglais et espagnols, et je me suis posé bien des problèmes, vous le pensez, sur la traduction, et j'ai toujours fait de telle sorte que ce soit non pas la langue qui est pour moi étrangère, ce soit la langue française qui soit étrangère par rapport à la langue que j'avais à traduire. Ce qui me paraît contradictoire avec ce que disait Antoine Berman. Est-ce que la traductibilité et la non-traduction possible n'est pas liée à la notion même d'originaire, d'origine, de fantasme, enfin, pour Freud, de fantasme originaire? Il semble que pour lui, il y ait toujours eu, au départ, une origine sexuelle, psychique, dont la plus éloquente n'est-elle pas, en fin de compte, dans l'homme Moïse, le meurtre du père, contre tout impact d'historicité exacte, c'est la psychanalyse, dit-il, il le dit d'une façon quasi péremptoire. Donc, l'origine me paraît liée, et me paraît liée la traduction et la difficulté de cette traduction. Ainsi, l'exemple fameux que vous avez repris, Wo es war, soll ich werden, quand même, il faut regarder le sémantisme et la construction de la phrase, puisque Wo, c'est une topique, on pourrait dire, un lieu, et es est lié à un passé défini, mais non définitif, puisque soll ich werden est un devenir. C'est un devenir, c'est-à-dire que le sujet ne sera jamais un sujet d'emblée, mais il ne sera jamais un sujet ni défini, il sera un sujet infini, puisque lui-même est en devenir par rapport à un passé et une origine. Il y a une tension dynamique sans qu'il y ait réduction. Or, je crois que c'est la parole qui est interprétable, mais non pas le texte. Je ne crois pas au texte originaire, fût-il un fantasme originaire, encore que la psychanalyse, avec Freud, a décidé qu'il y avait une aventure originaire, psychosexuelle et de meurtre. Enfin, c'est une réflexion qui m'est venue comme ça en vous écoutant. Je n'en dirai pas plus. Je ne pense pas qu'il y ait pour texte. Et la référence au concept qui est, à mon avis, peut-être plus loin de Freud qu'on ne le croit, puisqu'il parle souvent de concepts limites, car l'aventure du concept chez les conceptualistes, que vous n'êtes pas d'ailleurs, c'est cette tendance d'inférer le concept qui a lui-même la possibilité
possibilité de se lier, d'être positif et de se lier lui-même en même temps. C'est très pratique le concept, c'est très facile. Et il me semble que Freud parle souvent de concept limite. Je ne sais pas comment, je ne me souviens plus comment vous l'avez traduit. Vous savez que je suis un admirateur de votre traduction, enfin du groupe qui a traduit les textes de Freud, mais je ne me souviens plus comment vous l'avez traduit, excusez-moi. Enfin, je n'en dis pas plus. Si, me vient tout d'un coup une phrase d'Artaud qui disait à peu près, d'Antonin Artaud, qui disait après ceci, à peu près ceci, pour dire fromage, si on disait carotte, on penserait quand même fromage. Bon, c'est un paraphrèse génial qui parle. Comment faut-il l'entendre? Je vous laisse peut-être le soin de me répondre. Bon, merci. Je ne sais pas très bien par quel bout prendre votre intervention. La notion de concept limite, bien sûr, chez Freud, notamment la idée de concept limite entre le somatique et le psychique, à quoi il a, pour ce qui est de la pulsion, hein, je crois. Mais il a apporté à mon avis, l'idée de concept, je m'excuse, mais l'idée de concept limite me semble un tout petit peu paralysante pour la pensée. Et il a parlé aussi de délégation ou de quelque chose comme représentance, qu'on a traduit plus ou moins par représentance. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus dynamique que dans l'idée simplement d'un concept qui est à cheval comme ça. En effet, c'était le concept limite entre le somatique et le psychique. Bon, je pense que vous dites comme ça un peu par des petits bouts, je suis forcé de le faire. Wo es war soll ich werden? On peut, bon, tout le monde y a été de son commentaire. Moi, j'évite d'y aller de mon commentaire. Je pense que quand même, le commentaire majeur de cette formule, c'est Freud qui le donne dans les centaines de pages où il parle de moi et de ça, et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Bien sûr, on peut prendre cette phrase comme une phrase poétique, supposant que, comme pour les, parce que je suis peut-être un peu long, comme pour les écrits de Parménide, il nous reste que, après un cataclysme, il reste de l'œuvre de Freud seulement un petit morceau des Gesammelte Werke, avec cette phrase « Wo es war soll ich werden » fragment numéro 135, retrouvé après un cataclysme. Bon, ce fragment 135, comme pour Parménide, on pourrait effectivement lui donner toutes les interprétations poétiques possibles. C'est pas pour rien d'ailleurs que Parménide, c'est un poème. Hein. Je pense, pour moi, je suis plus prosaïque que cela et je suis moins décidé à poétiser sur Wo es war soll ich werden, même si j'aime bien poétiser, au contraire, avec Shakespeare, Artaud et quelques autres. Voilà. Ça, quand même. Il est difficile d'introduire chez un Freud rebelle à la notion de sujet, d'introduire le sujet là, juste là. Ça me paraît, personnellement, ça me paraît difficile. Monsieur Manella m'invite à parler puisque, dit-il, vous m'avez provoqué 2 fois. Je ne pense pas que vous m'ayez provoqué. Je voulais simplement dire que lorsqu'il m'arrive d'écrire ou de parler
de la position difficile du traducteur lorsqu'il traduit Freud. D'une part, je suis, vous le savez, tout à fait d'accord avec les choix, les options que vous avez, mais j'insiste peut-être pour ma part sur le plaisir que l'on a quand on lit la langue de Freud. Pas toujours, mais de temps en temps, on éprouve un grand plaisir, et ce plaisir ne peut pas passer dans la traduction. Ni le plaisir, ni la douleur non plus. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est un point qui m'est beaucoup plus personnel, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. C'est en fait, c'est toujours un peu en prolongement de mon 12e point, c'est-à-dire qui voulait un petit peu situer la question de la traduction par rapport à la symbolisation ou l'inspiration. À partir d'un certain nombre de cas de figure littéraires, à savoir des écrivains qui ont pu devenir écrivains, qui ont pu assumer leur créativité littéraire, qu'à partir du moment où ils ont opéré une transplantation linguistique. Alors, je me hasarderais à formuler quelque chose un peu comme cela, c'est-à-dire comme si chez ces écrivains, par exemple, je songe à Beckett en particulier, comme si chez ces écrivains, l'avenue à une langue étrangère tenait lieu en quelque sorte du néologisme, au sens de ce que vous disiez, au sens de piège à sens. Et cela, à mon avis, a un double sens. Enfin, c'est une unité tout à fait sommaire, mais c'est une question que j'aimerais bien explorer un petit peu en prolongement de votre modèle traductif. Bien sûr, au sens de la symbolisation, puisque cette transplantation linguistique permet justement d'accueillir au sein de la nouvelle langue des signifiants qui n'ont pas pu être accueillis autrement, en tous les cas dans la langue d'origine, mais aussi peut-être au sens du dépassement au sens d'une destination, au sens du dépassement vers un autre, c'est-à-dire ce changement de direction, de destination ou destinataire, me semble quand même assez important à la compréhension justement de cette transformation riche qu'on observe chez ces écrivains. Voilà, c'est une question tout à fait personnelle que je voulais vous soumettre. Oui, je pense que vous avez raison en ce sens que ce que j'ai dit de la poésie est tout à fait approximatif, n'est-ce pas? Parce que le poète, je dis plus ou moins comme ça, est habité par la langue. Il est certain que le poète, d'abord, entre le poète, l'auteur de pensée et l'écrivain, qui est quand même également autre chose que le poète, et que l'auteur de pensée, il y a toutes les nuances possibles. On peut dire que le poète aussi habite d'une certaine façon, certaines fait quand même des choix dans le langage, c'est-à-dire que finalement, il n'habite pas la totalité du langage. Enfin, quelqu'un comme Shakespeare habite certainement pratiquement toute la belle langue anglaise, peut-être aussi est-ce une illusion de nous qui n'avons l'anglais de cette époque que par Shakespeare. Alors l'idée du néologisme comme piège à sens, moi je suis tout à fait prêt à essayer de l'acclimater également dans le modèle traductif tel que je le propose.
mais je voudrais quand même... J'essaye constamment, et dans ma pratique et dans ma pensée, et encore dans mon exposé d'aujourd'hui, de distinguer quand même nettement ma pratique de traducteur interlingual et dans un contexte bien précis que j'ai précisé être l'œuvre de pensée, qui pour moi a un sens précis, et d'autre part la théorie métapsychologique de la traduction. Tous les ponts, toutes les tentatives de pont sont possibles, mais je me méfie, quand je passe un pont, j'avance avec précaution, j'avance un pied puis l'autre, parce que j'ai toujours peur que le pont s'effondre. Hein. Donc les ponts, je les fais... bon, il y a toute une métaphore du pont chez Freud, n'est-ce pas, et, y compris bien sûr le jeu de mots avec son maître Bruck. Au-delà de ce jeu de mots, c'est quand même l'idée que c'est pas pour rien que j'ai employé la métaphore traductive, c'est pas pour rien que je suis un traducteur, mais je n'ai pas encore tout à fait épuisé et je suis pas prêt à passer trop vite et un peu dans tous les sens, à aller et retour sur ce pont, sur le pont qui existe entre les deux ou sur les ponts qui existent entre les deux. Je vais revenir à la première question qui vous a été posée par Madame I. Deux idées. L'abondance actuellement de ce qu'on voit en clinique des états limites. L'autre, ce prix Nobel américain qui, entre 25 et 40 ans, a été catégorisé comme schizophrène. Donc ces deux idées vous poussent à vous poser cette question. N'y a-t-il pas un risque dans votre position de dire qu'on abordera plus tard la pathologie psychotique parce qu'elle est constituée différemment de la pathologie névrotique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on dévie vers un nouveau structuralisme? Il y aurait d'un côté des gens qui recevraient des messages d'une certaine qualité et de l'autre d'une qualité totalement différente. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme? Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un problème de quantité? Et que dans toute relation adulte-enfant, il y a bien sûr du sexuel qui s'exprime, qui transpire et qui parasite le message, mais ne pensez-vous pas que dès à présent, on puisse, en tant que psychanalyste, faire quelque chose pour les gens qui nous fascinent et dont on a peur et qui sont les psychotiques? Oui, merci. Ma pensée n'est pas du tout structuraliste. Hein. Je ne pense pas que toute distinction conceptuelle ou tentative de distinction conceptuelle soit structuraliste. Hein. Structuraliste suppose un certain jeu d'assemblage, de désassemblage, etc. Bon, un certain nombre d'éléments invariants. Bon. Moi, ma pensée n'est pas du tout structuraliste. Il n'empêche que et elle n'est pas du tout fermée non plus à l'idée du quantitatif, encore que l'idée de série complémentaire à la Freud implique bien sûr le quantitatif, mais implique qu'aux deux extrêmes d'une série, il y a quand même des modèles quand même différents. Hein. Et si vous prenez la pensée freudienne, qui n'est pas du tout structuraliste, il est évident qu'il a toujours cherché à mettre en évidence des types de défense qui soient, disons, psychotiques, et des types de défense névrotiques. Je pense que nous avons aussi à faire face, je l'ai dit, au problème renouvelé de l'abus sexuel, qui pose bien sûr des problèmes parfois d'allure psychotique, mais pas nécessairement. Bon. Ce que j'ai essayé de dire était beaucoup plus à la fois modeste et ambitieux. J'ai dit après tout, bon, j'ai proposé quelque chose, je propose une tentative de distinguer ou d'établir des échelles, si vous voulez, avec toutes les gradations possibles,
mais de distinguer néanmoins des tentatives de traduction et puis des messages qui sont radicalement intraduisibles peut-être. En tout cas, j'ai proposé une tentative d'approche par l'idée de messages et de traduction, de messages reçus du sujet humain par son entourage, tout concrètement, et d'autre part du problème de la traduction qui se pose à lui, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut me dire et comment puis-je le reformuler dans mes propres termes. Bon, donc message, traduction, système sémiotique, l'idée que, après tout, on pourrait très bien essayer de voir si ça marche ou si c'est quelque chose qui est acheté aux orties, voilà tout. Hein. Quant à l'idée qu'il faut traiter les gens, bien sûr, mais ça, on le sait depuis toujours. Mais votre distinction entre les échecs de la traduction, auxquels on a affaire donc dans un processus névrotique, et l'échec radical même à traduire, qui est plus donc caractéristique d'une grande partie de processus psychotiques, bien, me semble avoir le grand mérite de caractériser en quoi tel ou tel message reçu reste absolument rebelle à toute reprise traductive. Mais cela dit, même l'expression même de l'échec à traduire ne conduirait pas finalement à déplacer l'interrogation, l'accent sur la défaillance narcissique fondamentale. Non, je pense que à partir de l'idée d'échec à traduire, on peut très bien se poser la question des deux côtés, c'est-à-dire est-ce que ça vient du type du message, est-ce qu'il y a des messages qui sont intraduisibles, d'une certaine façon, à mon avis, certains impératifs dits catégoriques sont difficiles à tout simplement à reformuler autrement qu'ils ne le sont. Je pense à une formule kantienne qui est quand même assez effroyable, qui est « tu peux parce que tu dois ». Vraiment, tu peux parce que tu dois, bien sûr, on peut le traduire dans différentes langues, mais je parle du rewording, tu peux parce que tu dois, je ne vois pas très bien comment on peut traduire cette forme catégorique de l'impératif catégorique. C'est pour donner un exemple. Donc il peut y avoir de l'intraduisible qui vient du type du message, mais je ne suis pas du tout fermé à l'idée qu'également il y a des échecs à traduire qui viennent des capacités du traducteur, des codes qu'il a à sa disposition, ou simplement de ses facultés. Je dis que c'est complètement ouvert. Hein. Vladimir Marinov, vous avez toujours insisté sur l'existence d'une sémiotique plus large que la langue. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que vous insistez peut-être encore davantage sur et vous introduisez peut-être aussi l'idée d'une traduction intrasémiotique à l'intérieur d'un système non linguistique. Donc, j'aimerais peut-être que vous disiez peut-être un petit mot de plus sur ce deuxième aspect de cette traduction intrasémiotique. Et deuxièmement, je voulais faire une remarque. Je me posais la question si toute cette question qui a été débattue sur la présence d'un type de traduction différent dans des pathologies dites des fonctionnements limites ou des psychoses ou peut-être des maladies psychosomatiques ne présuppose pas, entre autres, l'intervention justement d'une traduction qui touche davantage à des systèmes non linguistiques. Voilà les deux remarques ici. Oui, la plupart du temps, bien sûr, et Freud n'y échappe pas, dans un enfant, il nous décrit un processus qui manifestement est un processus sémiotique, non linguistique. Il le décrit évidemment en termes linguistiques. Hein. Il est difficile de
le faire autrement. Et je pense que Ferenczi n'y échappe pas aussi quand il parle du langage de la tendresse, du langage de la passion. Hein. Il sait bien que ce sont des langages qui ne sont pas des langages de mots. Il lui est difficile de ne pas passer par les mots. Je pense quand même qu'on s'approche davantage maintenant, avec l'observation concrète et psychologique, des modes de communication adultes, tout petit enfant. On s'approche davantage de ce genre de système sémiotique et je pense qu'on va s'en approcher sans cesse. Et peut-être qu'à ce moment-là, on comprendra mieux qu'il puisse y avoir à l'intérieur de cela des sortes comme je disais, d'idiolectes, n'est-ce pas, possibles. Hein. Je pense que l'idiolecte, l'idée d'amour, qui est prégnante dans un enfant, puisqu'elle arrive tout d'un coup là, comme ça, il n'aime que moi, hein. Ça vient comme des cheveux sur la soupe, pourrait-on dire, hein. Il n'aime que moi, c'est la tentative de créer un nouveau langage pour traduire quelque chose qui est immaîtrisable. Bon, encore une fois, c'est dit en mots, il est évident que c'est indescriptible en termes de communication non linguistique. Pour terminer, Jean-Jacques Planche, une question. Je sais que vous êtes aussi angliciste. Je voulais savoir, à votre avis, est-ce que l'apparition du self dans la théorie anglaise, c'est un impact de la traduction de Freud ou c'est une pensée philosophique anglo-saxonne? C'est sûrement pas un impact de la traduction de Freud. Freud utilise le self. Ah oui, mais attends, oui. Mais Freud utilise l'équivalent du self, qui est le selbst, très très rarement. Hein. Il l'emploie quand même de temps en temps. Il y a un ou deux textes, je ne l'ai plus en tête. Il parle aussi il parle un peu concurremment de Selbstliebe, c'est-à-dire amour du Selbst, et Ich-Liebe, c'est-à-dire amour du moi. Hein. Mais je pense que c'est un impact de la théorie anglo-saxonne, en ce sens qu'il n'y avait pas besoin du self, puisqu'il y avait le moi. Hein. Et qu'avec Freud et les ambiguïtés de la notion de moi, que Lacan lui-même a très bien mis en évidence, c'est-à-dire le moi, maître de lui-même, et en même temps le moi complètement fait d'identification et tout à fait aliéné, bon, il y avait déjà tout à fait présent l'idée de self, voire de faux self, de self grandiose, etc. Tout ça, bon, à mon avis, il n'y avait pas besoin, c'est un peu une ignorance de la pensée freudienne chez les anglo-saxons, ou l'envie de redire ça in other words, en d'autres mots. Hein. Est-ce que vous acceptez qu'on termine sur une histoire drôle que vous connaissez probablement, sur l'échec radical à traduire? Vous connaissez cette histoire où un enfant n'a jamais parlé et désespère ses parents, et le jour de ses 20 ans, il y a un grand repas, et à ce repas, on entend du bout de la table « Est-ce que je pourrais avoir le sel, s'il vous plaît ?» Et on s'aperçoit que ce garçon parle, et on lui dit « Mais miracle, tu parles !» Mais maman, jusque-là, tout était parfait. On peut terminer là-dessus.